Darcel et Roger Couévé, ce que l'art nous apprend, les valeurs cognitives dans les arts. Passant souvent pour une évidence, l'opposition entre littéraire et artiste d'une part et scientifique d'autre part continue à organiser les systèmes éducatifs, tout particulièrement le système français. On dit de quelqu'un c'est un littéraire, c'est un artiste ou au contraire c'est un scientifique, c'est un technicien. Certains parlent aussi d'eux-mêmes ainsi pour expliquer leur incompétence en mathématiques ou en physique, ou à l'inverse pour justifier leur indifférence aux expositions artistiques, à la musique, le regard ironique qu'ils portent sur la danse contemporaine ou certaines installations. Cette opposition consiste à analyser les rapports de l'art et de la connaissance en termes de deux séries incompatibles. D'un côté, la série L, la sensibilité, l'émotion, l'expérience vécue, le plaisir, l'art, la beauté, l'esthétique, la création. De l'autre, la série S, la rationalité, l'argumentation, la technique, le travail intellectuel, la science, la rigueur, la connaissance, la description. S'y ajoutent des caractérisations souvent comprises comme évaluatives. Dans la série L, la fantaisie, la liberté, la subjectivité, l'imagination. Dans la série S, le sérieux, le déterminisme, l'objectivité, le réalisme. Vue de la série S, la série L est aussi dépourvue de rigueur intellectuelle, qu'elle est souvent prétentieuse. À l'inverse, la série L décrirait la série S comme dépourvue de vie et tristement terre à terre. Chaque époque se fait un portrait des adeptes de chaque série. D'un côté le romantique, le dandy, l'artiste maudit, l'artiste révolté qui s'oppose systématiquement à la société, la star, vêtue de façon fantaisiste ou un brin provocante, cheveux au vent, visage émacié, regard malheureux. De l'autre, l'homme de science, le professeur, le technicien portant costume et cravate, cheveux sagement coupés avec visage rayonnant ou triste. Mais toujours passe-partout. On photographie un artiste, on indique seulement le nom du savant. Bien sûr, l'artiste peut se défendre, lui aussi est rigoureux, objectif, sérieux, mais d'une autre façon inconnue du scientifique. Il sait aussi décrire la réalité en profondeur. Lui, il ne s'arrête pas à la surface des choses. L'homme de science répond quant à lui que l'imagination est décisive dans la pensée théorique. N'y a-t-il pas des univers mathématiques, non moins dépaysants que les œuvres d'art surréalistes ? En ce sens, fantaisie et liberté sont nécessaires à la recherche scientifique, laquelle serait aussi à sa façon une poétique. Il ne manque pas de colloques, séminaires, symposiums, tables rondes, pour que les deux camps se rencontrent et finalement s'aperçoivent de tout ce qu'ils ont en commun. Des philosophes interviennent alors pour subtilement contester l'opposition des deux séries et affirmer gravement que chacun gagne à écouter et dialoguer avec l'autre. Quelques remarques sur la beauté des formes géométriques, un peu de sémiotique à propos de certaines œuvres d'art, ou un appel à la culture, et la réconciliation est alors générale, même si elle est de courte durée. Remarquons que le système scolaire français n'est pas sans prévoir une petite couche de culture générale pour l'ingénieur, un curieux mélange de littérature et de philosophie, à la sauce sciences humaines, et plus rarement pour le littéraire, une initiation optionnelle, il ne faut pas exagérer tout de même, à quelques rudiments de science. Pourquoi pas sous la forme d'une réflexion sur les rapports entre science et société, à laquelle on convie alors le scientifique pour renouveler la rencontre et le dialogue. Certains affirment que les deux séries finissent ou finiront cependant par se croiser. En architecture, par exemple, les constructions doivent tenir debout. Dans les arts décoratifs ou le design, il faut pouvoir s'asseoir sur les chaises. Dans les arts de masse, le lien entre les deux séries passe par un souci économique, idéologiquement assez douteux. Parfois, l'art fait son apparition dans la production industrielle des voitures, des bouilloires électriques et autres épilateurs. Mais pour certains, ce sont là des cas chimiquement impurs d'œuvres d'art qui n'en sont peut-être pas vraiment. En droit, cela irait sans dire que l'artisanat et l'art sont à distinguer fermement. Les philosophes ont découvert au XVIIIe siècle que l'art, le vrai, est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Désintéressé, le sujet esthétique libre, non contraint ni par la raison ni par l'entendement, ni par le sens, goûte, contemple le libre jeu harmonieux de ses facultés. Emmanuel Kant dans Critique de la faculté de juger. Alors que l'artisanat et l'industrie,
au mieux, se sert de l'esthétique pour des fins qui lui sont étrangères et sont parfois discutables. Une œuvre d'art véritable, distincte de toute production artisanale, est l'effet de l'imagination productrice de l'artiste, et non le résultat d'une production conforme à certaines règles prédéfinies. Cette différence supposée essentielle a deux conséquences. D'une part, la possibilité de conférer une dimension esthétique aux ouvrages relevant de l'artisanat ou de l'industrie ne légitime pas le dépassement de la distinction intrinsèque entre art et artisanat. D'autre part, la théorie technique de l'art, laquelle se méprend à la fois sur la création et la réception artistique, dénature les œuvres d'art. La notion d'œuvre d'art est déterminée par un type de genèse. L'originalité du génie est un type d'attention spécifique. L'attitude esthétique met hors circuit toute référence à l'objet. L'art conceptuel serait un exemple paradigmatique de cette dénaturation. Son statut hybride, comme la fontaine de Duchamp, n'est-il pas ce qui le rend problématique et ne souffre-t-il pas à cet égard d'un double déficit, celui de n'être ni vraiment esthétique ni sérieusement intellectuel? À cela, certains répondraient que l'art conceptuel attire avec bonheur la série S vers la série L, libérant la pensée de la pesanteur argumentative dans l'éclair du rire et l'immédiateté d'une compréhension qui ne s'embarrasse pas des lourdeurs du concept. Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, une œuvre conceptuelle vaut peut-être mieux qu'un traité ennuyeux. C'est par un acte de synthèse contemplative ou intuition que l'idée est saisie dans son immédiateté. Toutefois, la possibilité d'appréhender une œuvre d'art par la forme pré-logique de connaissance qu'est l'intuition ne légitime pas pour autant ce type de réception. En droit, la contemplation d'une œuvre d'art est détachée des exigences de l'objectivité. De là, il s'ensuit que la rencontre des deux pôles, art et artisanat, série L et S, est au mieux uniquement contingente et au pire pernicieuse. Pour celui qui serait tenté de contester la division entre les deux séries, force est de reconnaître qu'elle a diverses lettres de noblesse chez de grands philosophes dont Platon, Kant et Hegel. On peut la soutenir d'au moins deux façons. Premièrement, l'amour de l'art peut encourager à lui accorder une valeur non cognitive, voire une dimension anticognitive. L'art assure une fonction dont la rationalité ou la seule rationalité est incapable. La saisie immédiate d'une vérité élevée mais non discursive. C'est une version romantique de la distinction qui accorde une valeur supérieure à la série L, jusqu'à faire l'apologie de l'irrationalité, du génie créateur, du déchaînement sensible. L'émotion est alors souvent entendue comme une expression de soi par l'artiste et l'expérience esthétique comme la rencontre sous la forme d'une empathie avec le créateur. L'expérience esthétique est une réeffectuation du processus créateur. La communication entre l'artiste et le spectateur, loin d'être une transmission directe et explicite, consiste en une sorte de découverte intérieure par connivence. Le processus imaginaire d'empathie est fondamentalement distinct de la sensation et de l'intellection. Le donné imaginaire est pur et non interprété par la pensée. L'œuvre d'art est alors le médium d'une expérience plus riche, plus haute, à la fois plus sensuelle et spirituelle, que tout ce que la vie ordinaire et la triste rationalité ne pourraient jamais nous procurer. La deuxième façon de soutenir la thèse d'une opposition des deux séries consiste à soupçonner une carence du côté de la présentation sensible de l'idée, comme dirait un hegelien. L'art ne parvient pas à satisfaire la plus haute exigence de la rationalité. Il est englué dans des formes sensibles et immédiates d'expression de la pensée. L'exposition sensorielle de ce qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire la manifestation sensible de l'idée, perd la rigueur du concept. L'art est sur la voie d'une discursivité qui se manifeste parfaitement dans les sciences et la philosophie. Mais il ne l'atteint jamais, n'en ayant pas les moyens conceptuels, bien que l'art appartienne au domaine spirituel en ce qu'il est ordonné à la manifestation de la vérité. Il ne constitue qu'un degré inférieur dans sa recherche. Il ne peut alors rien nous apprendre vraiment. L'art n'est qu'une invitation à la connaissance et non à proprement dit la source d'un savoir. Les idées contenues dans les œuvres manquent la plupart du temps de rigueur et de précision, et quand elles en ont, c'est au détriment de l'esthétique.
Le type d'adhésion sensible exigé par les œuvres d'art n'est aussi que rarement le moyen de la réflexion, parce qu'il majore l'emprise émotionnelle au détriment de la réflexion critique. D'ailleurs, le poète ne serait-il pas un mauvais métaphysicien, et non l'inverse, comme le suggérerait Rudolf Carnap, lequel est peut-être un scientifique incapable ou raté. On peut se désoler de ces thèses, dire aussi qu'aucun philosophe digne de ce nom ne les a soutenues, surtout d'une façon aussi caricaturale. Pourtant, qui ne s'est jamais dit à la louange de la série L qu'une heure de plaisir esthétique, l'audition d'une œuvre musicale, la contemplation de peintures, la saisie enthousiaste du mouvement des danseurs, cela nous enrichit finalement plus que des semaines d'études livresques ennuyeuses et finalement stériles, voire des années. Les œuvres d'art ne nous élèvent-elles pas à une hauteur à laquelle le conceptuel ne parvient jamais? Ne nous font-elles pas entrer dans l'univers des significations profondes? L'univers artistique est au-delà des vérités propositionnelles, comme celle de la philosophie généralement et des sciences toujours. Une vérité d'une autre sorte, voilà ce à quoi nous accédons alors. Par exemple, écouter de la musique carnatique, musique classique de l'Inde du Sud, constitue un accès immédiat au lien mystique, lien qui échappe à toute explication. Il faut le ressentir. Dès lors, la recherche de la vérité restreinte au domaine propositionnel est condamnée à l'incomplétude. L'expérience artistique permet une saisie totale et immédiate du tout, une pénétration de l'objet, lequel échappe partiellement au moins à tout effort analytique. Si l'on conteste ce point, la possibilité d'un rapport immédiat à la vérité au moyen de l'art, alors c'est la vérité elle-même qui est à mettre en cause. C'est l'art, car l'art donne à comprendre d'une façon directe et absolue sans que rien de discursif ne soit énoncé. A l'inverse, à la lecture d'un roman, en sortant du cinéma ou d'une exposition de photographie, ne nous arrive-t-il pas de ressentir déception et irritation? Trop souvent, les artistes enfilent les poncifs comme des perles, se livrent à d'adolescentes provocations, se complaisent dans l'expression de leur cher moi. Leur dénonciation politique enfonce la plupart du temps des portes ouvertes. Fallait-il les centaines de pages d'Anna Karénine pour savoir que l'adultère ne rend pas heureux et souvent finit mal? Sans Guernica, ne saurions-nous rien des horreurs des bombardements de populations civiles? Si les artistes nous apprennent quoi que ce soit en général, nous le savons déjà. Trop souvent, les présentations des expositions d'art contemporain, dans le style ridiculement prétentieux et jargonnant de ce type de littérature, nous disent des œuvres qu'elles sont dérangeantes, iconoclastes, questionnent les idées reçues et interrogent la société et sa morale. Mais finalement, ce n'est là qu'un anticonformisme rituel, justement parce que les artistes sont très largement dépassés par leurs prétentions cognitives. Ainsi, la sacralisation de l'art, considéré comme supracognitif, se méprend quant à son statut gnoséologique. L'art, loin d'être la promotion de la spiritualité ou l'accès à des vérités inaccessibles autrement, est dépourvu de toute valeur cognitive, de manière essentielle ou significative. En effet, l'art ne permet ni d'enrichir nos capacités cognitives, ni d'augmenter nos connaissances. Soit le spectateur ne possède pas ces capacités ou connaissances, d'où l'impossibilité d'appréhender correctement l'œuvre et d'en tirer les bénéfices cognitifs attendus, soit le spectateur possède déjà ces capacités, d'où l'inutilité des arts à ce niveau. Par ailleurs, ce qui fait la valeur de l'art et ou d'une œuvre d'art en particulier, ce n'est pas sa teneur épistémologique. La fausseté cognitive ainsi que les vices cognitifs d'une œuvre ne la disqualifient pas pour autant. Ce qui importe pour l'évaluation d'une œuvre d'art, c'est sa valeur intrinsèque ou esthétique et non ses bénéfices instrumentaux possibles. Se ranger du côté d'une des deux séries comme contre l'autre, cela resterait cependant quelque peu grossier et ce livre ne peut consister en cela. Il contient des analyses qui sont nettement plus subtiles que cette distinction tranchée précédemment proposée, voire la récuse sous cette forme. C'est même finalement le bien fondé de cette division entre les deux séries et par là de cette conception compartimentée sur lequel cet ouvrage porte. Mais contester l'opposition tranchée des deux séries est une chose, et tout confondre en serait une autre, aussi détestable qu'une distinction caricaturale. D'un point de vue méthodologique,
Il faut donc éviter les explications simplificatrices de l'art, réduction à une expérience esthétique pure ou à une contemplation supracognitive. Et les fragmentations artificielles, art et connaissance, sensibilité et rationalité, fantaisie artistique et rigueur logique. Libéré du préjugé selon lequel l'art est consigné dans un royaume désintéressé, non conceptuel et subjectif, cette investigation se trouve recentrée autour de la question des valeurs cognitives dans les arts. Si les deux séries ne s'opposent peut-être pas si nettement, l'art a-t-il une valeur cognitive au sens où les sciences indéniablement la possèdent? Ou au contraire, l'art n'exclut-il pas par principe toute évaluation cognitive et pourquoi? S'il est possible qu'une œuvre d'art ait un apport cognitif, en quoi consiste-t-il? De quelle manière l'art peut-il participer à l'enrichissement de nos capacités cognitives? Pour autant, même si une œuvre d'art peut avoir une valeur cognitive, doit-on la prendre en compte pour l'évaluation de la réussite de l'œuvre? Les valeurs cognitives dans les arts sont-elles importantes, voire centrales par rapport aux autres valeurs possibles, éthico-politiques, hédoniques, morales, esthétiques? A l'inverse, la teneur épistémologique possible des œuvres d'art n'est-elle pas simplement un bénéfice instrumental pouvant être obtenu par définition par d'autres moyens et n'étant pas là, par là, pas spécifique à l'art? Autrement dit, les valeurs cognitives constituent-elles, oui ou non, un élément essentiel pour l'évaluation d'une œuvre d'art?